Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Nous nous retrouvons ce soir pour aborder le thème des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles d'ingénieurs cette année, expérience au pluriel, expérience de la nature. Dans le précédent épisode consacré à cette notion, j'avais proposé une lecture croisée, comparée, des 3 titres des œuvres au programme dans leur lien avec le thème expérience de la nature. Les titres « Le mur invisible », « La connaissance de la vie », « 20 000 lieues sous les mers » nous en apprenaient déjà un peu sur la manière dont le thème pouvait être abordé. Ce soir, je vais me centrer sur l'œuvre de Canguilhem en particulier, et notamment sur l'introduction de son ouvrage « La connaissance de la vie », qui s'intitule « La pensée et le vivant ». Alors je rappelle que, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ma chaîne, Athénée Noctua, l'idée n'est pas pour moi de marcher sur les plates-bandes des professeurs de classe préparatoire dont je suis, puisque moi j'enseigne au lycée Joffre à Montpellier, mais de proposer un petit plus. Nous avons 2 heures à consacrer à nos étudiants dans les classes scientifiques, c'est peu, et donc ma proposition n'est pas de faire court, je laisse vos professeurs de classe préparatoire faire leur travail et faire une lecture suivie et détaillée des textes, mais de mettre un petit focus sur quelques citations intéressantes et de les travailler comme un petit travail millimétré, un peu de détail, pour faire complément à des cours plus généraux. Cours généraux que moi-même je donne dans mes classes également. Pour ce soir, je vais donc me centrer sur 4 citations extraites de La pensée et le vivant, l'introduction de l'ouvrage La connaissance de la vie de Georges Canguilhem. Ces 4 citations, les voici. La première est « On jouit non des lois de la nature, mais de la nature ». Je la tronque, je la donne tronquée parce qu'elle est plus longue, je vous la lis dans son intégralité. On jouit non des lois de la nature, mais de la nature, non des nombres, mais des qualités, non des relations, mais des êtres. La seconde citation que j'ai choisie est la suivante. On admet trop facilement l'existence entre la connaissance et la vie d'un conflit fondamental. Là aussi, la phrase est un peu plus longue. Elle se poursuit ainsi, et telle que leur aversion réciproque ne puisse conduire qu'à la destruction de la vie par la connaissance ou à la dérision de la connaissance par la vie. La 3e phrase que j'ai choisie est la suivante. Elle, et lorsqu'il dit elle, Canguilhem parle de la connaissance à la phrase précédente, elle est donc une méthode générale pour la résolution directe ou indirecte des tensions entre l'homme et le milieu. Je la reprends. La connaissance, donc elle, est donc une méthode générale pour la résolution directe ou indirecte des tensions entre l'homme et le milieu. Et enfin, la dernière phrase que je vous propose à l'analyse ce soir. Si la connaissance, écrit Canguilhem, est fille de la peur, c'est pour la domination et l'organisation de l'expérience humaine, pour la liberté de la vie. Alors, pour ce qui concerne la première citation, on jouit non des lois de la nature, mais de la nature, elle s'attaque à une idée assez simple, qui est le caractère éventuellement autotélique de la science. Le caractère autotélique, c'est le fait que la science soit à elle-même sa propre finalité, sa propre fin, son propre but. Auto soi-même, télos, le but. Or, précisément, l'auteur, dans un paragraphe précédent, nous dit que de la même façon qu'on ne peut pas manger pour manger ou tuer pour tuer, que ça a l'air d'être absurde, eh bien, le savoir n'a pas pour finalité le savoir. Pour le dire autrement, le but premier de la science, ça n'est pas de satisfaire une curiosité intellectuelle, il n'y a rien de gratuit dans la science. Connaître une loi de la nature pour la connaître des nombres, des données chiffrées, des équations, des mesures, ça n'a pas de sens en soi. Alors bien sûr, on pourrait se dire, vous êtes un public de scientifiques qui m'écoutez sans doute, que vous avez peut-être du plaisir à sentir votre esprit s'agiter dans la cogitation, dans la science, un pur plaisir lié à la pratique de la science. Or, Canguilhem n'est pas en train de nier cette possibilité, mais simplement de nous rappeler que la science, elle n'est pas née pour ces raisons-là. La science, elle est née d'abord parce qu'il nous fallait comprendre la nature, jouir de la nature, pas des théories la concernant. D'où cette phrase « On jouit non des lois de la nature, mais de la nature ». Cela signifie que c'est l'expérience directe
de la nature qui est première, et que toute la théorie qui en découle n'est que seconde par rapport à une volonté d'en user pratiquement. Nous avons un rapport concret, nous sommes des êtres pris dans la nature, jetés en quelque sorte dans un bain de nature, il faut que nous la comprenions, sans quoi nous n'en jouirons pas, nous serons simplement heurtés par sa dureté, par les obstacles qui se présentent à nous dans la nature. L'expérience première que nous avons, c'est celle de la nature, des qualités des êtres dans la citation que je vous ai donnée. Je la redonne, on jouit non des lois de la nature mais de la nature, non des nombres mais des qualités, non des relations mais des êtres. Nature, qualité, être. Voilà l'expérience que nous faisons de la nature. Nous sommes confrontés à des êtres. Nous sommes confrontés à la nature et à des qualités liées à cette nature. Le chaud, le froid, par exemple, sont des qualités liées à la nature, que nous subissons, que nous expérimentons dans notre corps. C'est elles qui peuvent être des bénéfices pour nous ou pas. Nous pouvons nous nourrir dans la nature, jouir de la chaleur du soleil, jouir de la présence des autres êtres qui nous sont utiles. Mais de chiffres, de relations au sens de relations causales sans doute dans cette phrase, et de lois de la nature, on ne jouit pas. On ne jouit que des bénéfices qu'on en tire. Connaître une loi en soi n'apporte rien à l'humain. C'est toute la pratique, tout l'usage, toutes les applications qu'il en tirera qui lui permettront de mieux jouir de la nature. L'auteur ici veut qu'on dépasse l'opposition classique entre la pensée et le vivant, et j'en arrive à la deuxième formule que j'ai décidé de commenter avec vous ce soir. À savoir, on admet trop facilement l'existence entre la connaissance et la vie d'un conflit fondamental. Lorsque Canguilhem aborde cette thématique du conflit fondamental entre la connaissance et la vie, ou entre la pensée et le vivant, pour reprendre le titre de son intro, il parle d'un discours qu'il veut remettre en question, cette idée d'une aversion réciproque entre la pensée et le vivant est tout à fait dépassable d'après lui. Il lui semble que on l'admet trop facilement, ce conflit, sans comprendre qu'il n'y a peut-être pas conflit entre la pensée et le vivant, entre la connaissance et la vie. On retrouve d'ailleurs quelque chose d'assez similaire dans la littérature. Un écrivain peut vous dire par exemple qu'il préfère la littérature à la vie, et qu'il faut choisir entre l'écriture et la vie. Mais on pourrait tout aussi bien considérer que on ne peut écrire que sur la vie, et que c'est la vie qui fait écrire, qu'il n'y a pas de conflit entre l'intellectuel et le manuel, entre le théoricien et le praticien, entre celui qui analyse la vie et celui qui la vit. Canguilhem, ici, fait le choix de considérer que les expériences de la nature, pour reprendre le thème annuel, ne sont pas en conflit avec la connaissance de la nature. Connaître et expérimenter sont liés. L'un permet l'autre, l'un permet d'accroître l'autre. Si j'ai une connaissance théorique plus grande de la nature, je vais pouvoir la vivre mieux en connaissance de cause. Alors il ne faut céder à aucun des deux travers qui sont évoqués dans la suite du texte, à savoir, d'une part, le choix du pur intellectualisme, ce qu'il appelle un intellectualisme cristallin, ou, d'autre part, le mysticisme trouble. Le premier, l'intellectualisme, considère que la pensée est très très au-dessus de la vie et qu'il faut se consacrer à la connaissance et rien qu'à la connaissance, fait de la connaissance quelque chose qui se recherche soi-même, c'est la connaissance autotélique, le savoir pour savoir. Le mysticisme, c'est l'attitude du mystique qui croit qu'au contraire la vie est un mystère insondable, que la science n'a rien à nous en dire et qu'il faut simplement expérimenter, vivre la vie sans tenir sur elle de discours théoriques ou chercher à la connaître scientifiquement. Pour lui, ces deux attitudes oublient une donnée importante, et ça sera la troisième phrase que j'analyserai, je vous la redonne. À propos de la connaissance, Canguilhem écrit « Elle est donc une méthode générale pour la résolution directe ou indirecte des tensions entre l'homme et le milieu. » Si donc l'on analyse cette phrase, on constate qu'il y a des tensions, non pas entre la pensée et le vivant, entre la connaissance et la vie,
mais entre l'homme et son milieu, entre l'homme et le monde qui l'entoure. Il est vrai que des tensions existent parce qu'il faut y survivre et que c'est difficile. Si bien que la connaissance est la méthode générale de résolution directe de ces tensions ou indirecte de ces tensions, c'est-à-dire que la connaissance, c'est le facilitateur de la vie. L'homme jeté dans un monde qui est cruel, qui est dangereux, qui fait obstacle à sa propre survie, connaît des tensions et grâce à la connaissance, il pourra en résoudre certaines. Si bien que connaître aide à la survie de l'être humain. Et peut-être même au vivre bien de l'être humain, on le voit notamment à travers l'apport par la science de techniques ou de technologies qui augmentent le confort de notre existence. Grâce à la connaissance, nous pouvons expérimenter la nature en plus grande sécurité que nous ne le ferions sans elle. La connaissance accroît les expériences de la nature, les consolide, les rend possibles en nous donnant davantage de sécurité, en résolvant certaines des tensions qui existent entre nous et le monde. Grâce à la connaissance, grâce à la science, on peut défaire l'expérience de la vie. Il utilise ce verbe un peu plus loin, défaire l'expérience de la vie, c'est-à-dire décortiquer la vie, l'analyser. C'est en procédant ainsi que l'on apprend à maîtriser davantage la vie. J'en arrive donc à la dernière phrase qui illustre assez cette idée. Si la connaissance est fille de la peur, c'est pour la domination et l'organisation de l'expérience humaine, pour la liberté de la vie. Cette idée de peur, la connaissance est fille de la peur, nous renvoie donc à l'état de l'homme dans le monde, dans la nature. Dans les œuvres au programme, la nature peut être angoissante, parce qu'elle est le lieu dans lequel, sans connaissance, sans culture, sans civilisation, on peut être en péril. On comprend donc que c'est pour subsister au sein de cette nature que la connaissance s'est développée. Le but premier de la connaissance était la survie, un but pratique et non purement théorique. Canguilhem, en affirmant que la connaissance est fille de la peur pour la domination et l'organisation de l'expérience humaine, il témoigne du lien très fort entre connaissance et expérience, les deux termes figurant dans cette phrase. Pour faire le lien avec la notion au programme, on pourrait dire que si la connaissance existe, c'est pour que les expériences de la nature soient de l'ordre de l'organisation et de la domination. De l'ordre de la liberté, terme sur lequel il achève cette citation. Si la connaissance est fille de la peur, c'est pour la domination et l'organisation de l'expérience humaine, pour la liberté de la vie. L'homme a besoin de dominer la nature, sans quoi il y est soumis. Il a besoin de se sentir la capacité de la dominer en l'organisant, sans quoi il en sera l'esclave. L'enjeu de la domination de la nature par l'homme est donc sa propre liberté. Pour faire une expérience de liberté au sein de la nature, il faut savoir la connaître. Il faut la connaître pour l'organiser pour la dominer. Dans cette phrase d'ailleurs, la domination n'est pas un but en soi. Le but de la connaissance, c'est d'abord que l'être humain tempère sa peur. La connaissance est fille de la peur. Si nous cherchons à dominer et à organiser le monde autour de nous, l'expérience que nous avons de la nature, c'est parce que la nature est puissante. C'est parce qu'elle nous terrorise. En inversant, ne serait-ce qu'un peu, ce rapport de domination, en faisant que la nature nous obéisse, en la domestiquant, en produisant par exemple de l'agriculture, de l'élevage. L'être humain n'est plus à la merci de la puissance de la nature qui lui fait peur. Il ne peut que la craindre raisonnablement cette fois puisqu'il la domine partiellement. Ainsi, cette dernière formule nous apprend-elle que par la connaissance, on peut produire des expériences de la nature libres. D'autant qu'en comprenant l'organisation de l'expérience humaine, en connaissant ce que l'homme est, son organisation interne, l'organisation globale du vivant, il ne peut plus subir puisqu'il sait de quoi il est fait. C'est la connaissance humaine qui est en jeu. Connaître ses déterminismes, c'est au fond cela déjà être libre. Par le biais de la biologie, une connaissance de l'expérience humaine est possible qui pourra donner à cette expérience humaine un peu plus de liberté. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir écoutée.
Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à le soutenir en vous abonnant à la chaîne ou en mettant à cet épisode un petit pouce en l'air. Je vous dis à très vite pour philosopher à l'heure bleue avec moi.